Washington n'a pas simplement voté une résolution, Washington a appuyé sur un détonateur en une seule décision. Le Sénat américain n'a pas ciblé un général. Il a fissuré l'ordre entier qui tenait l'Afrique sous surveillance silencieuse. En 72 heures, une réponse a surgi. Pas sous forme de diplomatie, mais sous forme de rupture, un mot. Non Ibrahim Traoré. Déjà symbole d'une génération qui a humilié l'ancien empire français, a exposé ce que l'Occident tente toujours de masquer, la justice n'est jamais neutre quand elle sert le pouvoir, ce qui semblait être une mesure procédurale, sanction Magnitsky, mandat d'arrêt contre le général Muhoozi Kainerugaba. Fils du président Museveni, s'est transformé en fracture géopolitique, car ce n'est pas seulement un homme qui est visé, c'è une succession, un système, une manière de décider qui a le droit de régner et qui a le droit de juger. Pendant 40 ans, Museveni a été toléré, soutenu, financé, utile. Les abus n'étaient pas nouveaux. Les prisons, la répression, la violence électorale, tout était connu. Mais tant que le régime servait les intérêts occidentaux, le silence restait la norme. Aujourd'hui, ce silence se brise, non parce que l'injustice apparaît soudain, mais parce que le calcul a changé. Et Traoré l'a compris immédiatement, ce n'est pas une réaction. C'est une stratégie accumulée dès lors. L'Ouganda n'est plus un simple dossier africain. C'est un champ de bataille symbolique. La question n'est plus qui dirigera Kampala, mais qui décidera de l'avenir du continent. L'explosion ne vient pas seulement de Washington. Elle vient de ce que ce vote révèle. Car and Vision Muhoozi. Les États-Unis ne frappent pas un militaire. Ils frappent une règle implicite, certains régimes peuvent tout faire, tant qu'ils restent dans l'orbite. Pendant des décennies, Museveni était un pilier, un rempart, un partenaire indispensable contre le terrorisme, un acteur des missions de stabilité, un allié dans les opérations régionales, l'Occident n'ignorait rien. Il choisissait. Quand les opposants étaient arrêtés, on exprimait une préoccupation. Quand les limites de mandat étaient abolies, on appelait au dialogue. Quand les élections étaient tachées de sang, on publiait des communiqués prudents. Le système fonctionnait parce que Museveni était utile, mais maintenant, l'héritage dynastique est devenu trop visible, trop embarrassant, trop coûteux dans l'image que Washington vend au monde. Muhoozi n'est pas seulement le fils, il est la preuve qu'on a soutenu une autocratie jusqu'à ce qu'elle ose se reproduire officiellement, la preuve qu'on tolère la violence tant qu'elle sert, mais qu'on sanctionne quand elle dérange. C'est là que Traoré intervient. Et tout bascule. Son discours n'est pas une défense du clan Museveni, c'est une attaque contre le droit même de l'Occident à distribuer la légitimité. Il dit « En substance, vous ne pouvez pas être les gardiens de la démocratie après avoir été les architectes du silence. » Et ce message frappe fort parce qu'il s'inscrit dans une accumulation, ce n'est pas un cri émotionnel, c'est une convergence stratégique. Dans le Sahel, Mali, Niger, Guinée ont déjà montré que l'Afrique peut dire non, que la tutelle française peut être rejetée, que l'ordre ancien peut vaciller. Et soudain, l'Ouganda devient un miroir où l'on voit deux forces se former. D'un côté, l'Occident qui utilise sanctions, mandats, mécanismes juridiques comme levier, de l'autre. Une coalition naissante qui rejette l'idée même que la justice africaine doive être validée à Washington, Paris ou Londres. Quand ce principe est accepté, l'ancien ordre cesse d'être normal, et une fois que l'ancien ordre cesse d'être normal, il devient vulnérable. À ce moment précis, Moscou comprend immédiatement ce que Washington vient de déclencher, car ce mandat d'arrêt annoncé n'est pas seulement un instrument légal, c'est un signal, un avertissement adressé à tous ceux qui pensent pouvoir succéder sans permission. La Russie n'a pas besoin d'inventer une nouvelle narrative. Elle n'a qu'à révéler l'ancienne hypocrisie. Son ministère des Affaires étrangères frappe là où cela fait le plus mal la sélectivité. Pourquoi maintenant ? Pourquoi après 40 ans de complicité silencieuse ? Pourquoi une justice soudaine ? Après des décennies d'indifférence soigneusement organisée. Le message russe est simple, presque chirurgical. Ce n'est pas la démocratie, c'est le contrôle, et cette phrase suffit.
parce qu'elle tombe sur un continent où la mémoire coloniale n'est pas un chapitre, mais une blessure active. L'Ouganda n'est plus un dossier ougandais, il devient une scène mondiale. D'un côté, Washington affirme défendre des principes universels, droits humains, état de droit, démocratie. De l'autre, une coalition émergente refuse l'idée même que ces principes soient appliqués comme des armes géopolitiques. Traoré et Moscou ne parlent pas la même langue idéologique, ils n'ont pas les mêmes intérêts, mais ils convergent dans un rejet commun, la légitimité africaine ne doit pas être certifiée à l'étranger. C'est là que le danger commence. Parce qu'une fois que plusieurs acteurs répètent la même fracture, elle cesse d'être rhétorique. Elle devient architecture, et l'Ouganda est désormais l'épicentre. Museveni, autrefois l'allié stable, se retrouve pris au piège. S'il cède, il humilie son propre système. S'il résiste, il devient une cible internationale. Muhoozi, Loi, est déjà marqué. Même si le mandat n'est jamais exécuté, son existence suffit à enfermer sa succession, à limiter ses déplacements, à transformer son nom en avertissement. C'est une forme de confinement politique. Mais voici la vraie escalade. Ce qui était censé être une sanction individuelle devient un test continental. Si Washington réussit, cela crée un précédent. Les successions dynastiques africaines peuvent être stoppées par la pression extérieure. Si Washington échoue, cela prouve l'inverse. L'Afrique peut survivre à la punition occidentale en se tournant vers d'autres pôles. Dans les deux cas, l'ordre ancien se fissure, et quand l'ordre ancien se fissure, ce ne sont pas seulement des régimes qui tombent, ce sont des règles qui meurent. L'Ouganda est maintenant devant une bifurcation qui n'existe plus seulement pour Kampala, c'est une bifurcation pour l'Afrique entière. Car ce que Washington a lancé n'est pas une procédure, c'è une doctrine implicite. Les alliés sont tolérés jusqu'au moment où ils deviennent indéfendables. Museveni le découvre trop tard. Pendant des décennies, il a consolidé son pouvoir, éliminé ses rivaux, neutralisé l'opposition. Et tout cela sous le regard d'un Occident qui savait, mais acceptait, parce qu'il était fonctionnel, parce qu'il garantissait une forme d'ordre. Mais un ordre utile n'est jamais éternel. La succession dynastique, le passage de père à fils, franchit une ligne non pas morale, une ligne stratégique. Quand un régime commence à se reproduire ouvertement, il cesse d'être un partenaire, il devient un symbole. Et les symboles sont dangereux. Muhoozi n'est plus simplement un héritier, il devient une métaphore, celle de l'Afrique post-coloniale, qui recycle ses autocraties sous des noms familiaux. Washington comprend que soutenir cela serait admettre trop clairement ce qu'il a toujours fait. Alors il frappe. Mais en frappant, il ouvre un espace où Traoré insère sa question centrale. Si la justice occidentale était réelle, pourquoi a-t-elle attendu 40 ans? Et cette question est un poison, parce qu'elle ne vise pas seulement les États-Unis, elle vise toute l'architecture. Quand la justice apparaît seulement quand le pouvoir change de direction, alors la justice devient un instrument, pas un principe. C'est ici que l'Afrique commence à se réorganiser mentalement, car le Sahel a déjà montré une chose essentielle, les sanctions ne sont plus des chaînes absolues. Les alternatives existent. Moscou existe. Pékin existe. Et surtout, la colère populaire existe. Museveni a donc des options, mais elles sont toutes coûteuses. Capituler signifierait briser son projet de succession et inviter une crise interne. Résister signifierait s'exposer à l'isolement économique et à la transformation de son pays en terrain proxy. Ce n'est pas un choix entre bien et mal, c'est un choix entre humiliations différentes, et pour l'Afrique, la conséquence est immense. Si Kampala s'est plié. Cela normalise l'idée que les transitions africaines restent supervisées de l'extérieur. Si Kampala défie, cela normalise l'idée que l'Occident peut être contourné. Dans les deux cas, le continent glisse vers une nouvelle phase, une phase où le silence n'est plus possible. Parce qu'une fois qu'un État devient un champ de bataille symbolique, il ne redevient jamais un simple État. C'est ici que l'enjeu dépasse complètement Museveni, dépasse Muhoozi, dépasse même l'Ouganda. Ce moment n'est pas une crise nationale, c'est un test de civilisation politique. Parce que ce que Washington impose à Kampala aujourd'hui sera imposé ailleurs demain. Et ce que Kampala accepte aujourd'hui deviendra la norme continentale.
La sanction n'est pas seulement une punition, c'est une méthode, une manière de dire la souveraineté africaine est conditionnelle. Traoré n'a pas besoin de défendre le régime ougandais pour comprendre cela. Il comprend que le mécanisme est plus important que la cible. Car lorsqu'un mandat international devient un outil géopolitique, alors chaque leader africain devient potentiellement un dossier ouvert. Pas selon la justice. Selon l'utilité, c'est cette bascule qui alimente la révolte générationnelle. Dans le Sahel, ce rejet n'est plus seulement anti-français. Il est anti-système. Un refus de l'idée que Paris ou Washington soient les centres où l'Afrique doit expliquer sa légitimité, et Moscou. L'OI ne cherche pas à libérer l'Afrique, il cherche à exploiter la fracture, mais c'est précisément cela qui rend le moment explosif. Les alternatives ne sont pas pures, elles sont stratégiques. La Russie offre un partenariat sans sermon, sans conditionnalité, sans discours sur les droits humains, mais avec des intérêts, avec des chaînes différentes. Et l'Afrique le sait. Mais l'Afrique se demande, quelle chaîne est la plus supportable? Celle qui se prétend morale, ou celle qui admet qu'elle est transactionnelle? C'est là que la bataille devient psychologique. Washington dit universalisme. Moscou dit hypocrisie. Traoré dit dignité. Et Kampala est coincé entre ces trois narratifs. Museveni, autrefois stabilisateur régional, devient soudain un problème. Muhoozi, autrefois successeur naturel, devient une menace symbolique. Et le peuple ougandais, Loi, disparaît presque du discours global parce que la vraie guerre n'est pas pour leurs droits, elle est pour la définition même du droit. C'est ce que Traoré met sur la table. Si l'Afrique veut une justice crédible, elle doit la produire elle-même, mais c'est là que le scénario se durcit, car les institutions africaines ont rarement tenu ce rôle. L'Union africaine est faible, les organisations régionales sont prudentes, souvent paralysées, souvent infiltrées par les mêmes intérêts qu'elles prétendent équilibrer, donc la question devient brutale. Si la justice ne vient pas de Washington et qu'elle ne vient pas non plus de l'Afrique institutionnelle, alors qui la produit? C'est ici que le futur s'ouvre en trois branches. Si Kampala se soumet, l'Afrique apprend que les successions restent négociables à l'extérieur. La démocratie devient un langage de contrôle. Si Kampala résiste, l'Afrique apprend que l'Occident peut être défié, mais le prix est l'alignement sur d'autres puissances. Si le continent reste silencieux, alors cette bataille devient un précédent invisible. Et le précédent est la forme la plus dangereuse du pouvoir, parce qu'une fois qu'il existe, il n'a même plus besoin d'être répété. Ce moment est donc un seuil. L'ordre post-guerre froide en Afrique était basé sur un contrat implicite. Vous recevez aide, reconnaissance, couverture diplomatique en échange d'obéissance stratégique. Ce contrat se fracture. Non parce que Museveni est pire qu'hier, mais parce que l'Afrique d'aujourd'hui n'accepte plus les mêmes règles et Traoré. En liant le Sahel à l'Ouganda, en liant la colère populaire à la souveraineté, fait émerger quelque chose de plus grand. Une conscience continentale, pas encore une coalition stable, mais une direction. Et une fois qu'une direction existe, le vieux monde ne peut plus prétendre que rien ne change. À partir de maintenant, il n'y a plus de sortie propre, parce qu'une crise de succession n'est jamais seulement une question de pouvoir, c'est une question de survie. Museveni a passé 4 décennies à construire un système fermé, un système où l'armée observe, où l'opposition est fragmentée, où l'État et le régime se confondent. Et dans ce type de structure, céder n'est pas une concession diplomatique, c'est une invitation à l'effondrement interne. Abandonner Muhoozi sous pression occidentale serait perçu comme une faiblesse mortelle. Cela ouvrirait des fissures dans l'appareil militaire. Cela donnerait un signal à tous ceux qui attendent l'après-Museveni. Et dans les régimes longs, l'après est toujours plus violent que le présent. Mais défier Washington n'est pas moins dangereux, parce que la résistance transforme immédiatement l'Ouganda en terrain proxy. Sanctions, isolement, fuite de capitaux, pression régionale, et surtout l'instrumentalisation, car Moscou n'aide jamais gratuitement. La Russie ne veut pas stabiliser Kampala. Elle veut inscrire Kampala dans une architecture anti-occidentale, et cela a un prix. Passe morale, stratégique. C'est pourquoi ce moment est si volatile, parce que chaque option détruit une partie du futur. Capituler détruit la souveraineté. Résister détruit l'économie. Hésiter détruit la stabilité. Muhoozi est désormais coincé dans une cage invisible. Même si aucun mandat n'est exécuté,
Son nom est déjà une frontière, il devient un homme limité par un ordre juridique construit ailleurs. C'est ainsi que fonctionne le contènement moderne, pas besoin d'invasion, il suffit d'un statut et au-delà de l'Ouganda, l'onde de choc s'étend. Si Washington réussit à bloquer cette transition, d'autres régimes africains comprendront les successions héréditaires peuvent être punies même chez les alliés. Cela dissuadera certains, mais cela accélérera aussi la recherche de protection auprès de pôles alternatifs. Si Washington échoue, alors ce sera un message inverse. L'Occident n'a plus le levier qu'il croyait posséder, et ce message serait explosif dans le Sahel. Dans la Corne. Partout où la frustration contre la tutelle extérieure s'accumule, c'est pour cela que la Russie gagne presque dans tous les scénarios. Si Kampala se rapproche de Moscou, l'influence russe entre en Afrique de l'Est. Si Kampala s'effondre, Moscou pointe le chaos comme conséquence de l'ingérence occidentale. La Russie n'a pas besoin de résoudre, elle doit seulement se positionner comme alternative. Traoré. Aloui ne construit pas une alliance militaire, il construit une tension morale. Une phrase centrale, la souveraineté ne se mendie pas, elle se prend. Mais la souveraineté prise sans institutions solides peut aussi ouvrir la porte à une nouvelle forme de chaos. C'est là le dilemme africain. Refuser l'ancien ordre sans être certain de ce qui vient après. Ce que cette crise révèle, au fond, c'est que les anciennes règles ne tiennent plus pendant des décennies. L'Afrique post-guerre froide a vécu sous un consensus tacite. L'Occident distribue l'aide, l'investissement, la reconnaissance, en échange. Les régimes restent alignés, silencieux, gérables. Les dirigeants autoritaires pouvaient survivre tant qu'ils étaient utiles, ils pouvaient abolir des limites de mandat, emprisonner des opposants, manipuler des élections tant que l'ordre global restait intact. Mais aujourd'hui, ce contrat se désagrège parce que de nouveaux acteurs existent, parce que de nouvelles générations refusent, parce que des leaders comme Traoré articulent publiquement ce que beaucoup pensaient en privé. L'Afrique ne peut pas être souveraine si sa légitimité dépend d'un vote à Washington. La crise ougandaise est donc plus qu'un affrontement juridique, c'est une confrontation entre deux visions du pouvoir, une vision où la justice est universelle, mais appliquée sélectivement, et une vision où la souveraineté est absolue, mais risque de protéger aussi les abus. Le piège est là, car personne n'est entièrement innocent dans cette architecture. Washington n'agit pas par pure morale, Moscou n'agit pas par solidarité. Traoré n'offre pas une solution institutionnelle immédiate, mais tous exposent une réalité. Le centre de gravité est en train de se déplacer. L'Ouganda devient un test-case, un laboratoire. Si la transition est bloquée, cela peut ouvrir une possibilité de renouveau ou déclencher une guerre interne. Si la transition réussit malgré la pression, cela peut consolider une dynastie ou provoquer une explosion populaire. Si le conflit attire d'autres puissances, alors Kampala devient un champ de bataille proxy. Dans tous les scénarios, la stabilité est fragile. Et c'est précisément ce qui rend ce moment historique. Le continent entre dans une phase où il ne peut plus simplement naviguer entre alliances, il doit choisir le cadre, subir un ordre imposé ou risquer un ordre encore incertain. Traoré a lancé une question que personne ne peut refermer. La justice africaine sera-t-elle un produit intérieur ou une exportation conditionnelle? Et quand cette question est posée, le silence devient impossible. L'Ouganda n'est plus seulement une crise de succession, c'est un miroir où l'Afrique voit enfin ce que le système mondial a toujours été. Un ordre où la justice apparaît quand le pouvoir vacille, un ordre où les principes sont souvent des instruments. Washington pensait cibler un homme, mais en réalité, Washington a déclenché une question continentale. Qui définit la légitimité en Afrique? Traoré n'a pas donné une réponse simple. Il a fait quelque chose de plus dangereux. Il a rendu l'ancienne normalité impossible, parce qu'une fois que l'hypocrisie est nommée, elle cesse d'être invisible. Moscou. Loi n'est pas un sauveur, mais il sait exploiter la fracture. Et Kampala, pris entre pression occidentale et alternative stratégique, devient le point de rupture. Ce moment est un seuil. Si l'Afrique accepte que les transitions politiques soient arbitrées de l'extérieur, alors la souveraineté reste un mot vide. Si l'Afrique refuse sans construire ses propres mécanismes, alors le chaos devient un risque réel. Le futur ne se joue pas seulement dans les palais ougandais. Il
Il se joue dans la capacité du continent à produire sa propre justice sans la vendre, sans la subir, sans la déléguer. Et maintenant, la question est posée à tous, l'Afrique va-t-elle entrer dans un nouvel ordre ou simplement changer de maître? Réfléchissez, discutez. Et surtout, n'oubliez pas, quand les règles cessent d'être stables, ceux qui comprennent le moment en premier écrivent l'histoire.